Bonsoir chers téléspectateurs, amis fidèles d'Expression. Merci d'être avec nous ce soir. Nous recevons le professeur Auguste Moussirou Mouyama, ici présent sur le plateau. Dans la deuxième partie, nous recevons un jeune Gabonais très dynamique, Edou Haït, et nous terminerons par la chronique de Innocente. Quel jouet proposer aujourd'hui à nos enfants? Voilà. Professeur Auguste Moussirou Mouyama, bonsoir. Bonsoir, M. Courant. Merci d'être sur notre plateau. Je vous présente mes compagnons Innocente Courant. Bonsoir, professeur. Et Souley Agara. Bonsoir, professeur. Voilà. Professeur, vous êtes là parce que nous avons lu votre œuvre Parole de vivant, votre premier roman. Professeur, je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Je sais que c'est un exercice délicat que les écrivains n'aiment pas, mais professeur, c'est la tradition chez nous. Je suis citoyen du monde, sensible à tout ce qui est humain, gabonais, puisque c'est une chaîne internationale. Je suis professeur de sociolinguistique et didactique des langues à l'université Omar Bongo. Je rêve de mourir comme poète. Poète que vous êtes déjà et que l'on sent dans votre écriture. Oui. Merci. Très bien. Le décor est campé. Hein? Professeur, la première de couverture qui est là, sous mes yeux. Quand on regarde la première de couverture, on voit les éléments, les téléspectateurs vont voir. On voit l'eau, le feu, 3 générations, un serpent, etc. Vous voyez? Quel sens faut-il donner à cette image? Le sens de l'univers, le sens du cosmos, c'est à partir du moment où il y a les éléments fondamentaux, l'eau, la terre, le feu et l'air. Il y a également cette remontée pour partir du passé vers le présent, se nourrir du passé pour mieux vivre le présent et enfanter un avenir. Je rends hommage à 2 étudiants qui ont lu le texte et qui l'ont synthétisé par cette image. Donc, ce n'est pas une commande, c'est une réalisation de jeunes Gabonais qui ont lu le roman et qui l'ont synthétisé à travers ces éléments. Avec ici la présence d'un serpent, puisque l'histoire part de Mukele Mbembe, qui est une histoire vraie, qui se vit au Congo, que j'ai ramassée dans une revue, puisque écrire, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc, ce serpent qui peut être vu comme quelque chose de diabolique dans une culture judéo-chrétienne est un élément vivifiant, est un élément de fécondité de l'homme sur la terre. Quelle est l'histoire de cette création romanesque? J'ai voulu me libérer dans un moment de recul. Il est écrit en 1989, où je suis en stage en France, parce que je m'ennuie de mon pays. Et 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Je récupère donc des bribes de ma vie, de mes amours, de mes réflexions, de mes déchirures, pour construire une histoire que je n'ai pas vécue. Et au niveau des finalités, qu'est-ce qui était à la base là? Qu'est-ce que vous visiez? Liberté, égalité, fraternité. La devise française. Il y a un peu de Itiamoun dans vous. Itiamoun, c'est vous un peu? Itiamoun, c'est moi. Très bien. Le titre Parole de vivant, qui interpelle tout Africain, puisqu'elle fait référence à une des valeurs de la tradition orale, la civilisation de l'oralité qui nous est propre en Afrique. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce titre? Le titre n'est pas de moi. Le titre est de l'éditeur qui récupère les propos de Saint Marc en disant « Ce qui souille l'homme,
ce n'est pas ce qui entre à l'intérieur de l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Or, Etiam ne va aller en prison, pourquoi? Parce qu'il a un lien avec le poulet. C'est rigolo. Il a un lien... Il ne devait pas manger du poulet parce que dans sa famille, il y a eu une bastonnade coloniale dans une fabrique de poulet. Il se trouve que par un jeu d'amour, il va ingurgiter du poulet et va essayer de repartir pour se purifier et retrouver son intégrité. Donc, s'il a survécu, ce n'est pas parce que il a fait ce voyage et puis pour l'histoire, quand il repart chez lui, il tombe sur l'arbitraire du demi-pays. Quand l'éditeur m'a demandé des titres, j'ai mis demi-pays partout. Pour moi, c'était le demi-pays. D'accord. Et la parole ici, elle est salvatrice ou pécheresse? La parole est libératrice. Elle est libératrice. La parole libère. Oui. Oui. Elle est salvatrice. Oui. Et elle tue lorsqu'elle ne peut plus s'exprimer. Surtout celle qui émane de la mère, de la grand-mère, qui édifie le héros, qui forme le héros, qui le favorise son émancipation. La grand-mère est une figure que je qualifierais, de mon point de vue, si je me fais lecteur de moi-même, Oui. presque évanescente. Elle est là sans être là. Oui. Donc, on s'élève avec les lumières du passé. La grand-mère est cette lumière du passé que l'on ne doit pas enfreindre, Ouais. qu'on ne doit pas étouffer. C'est la tradition. Alors, abordons maintenant un peu le contenu de ce roman, très riche. Vous avez choisi de traiter un sujet, je dirais, d'actualité. C'est le thème de la mauvaise gouvernance, qui s'unissent par l'arbitraire, le règne des jugements iniques. Et on se demande, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui a déclenché l'acte d'écriture? Ce qui a déclenché l'acte d'écriture, c'est un peu l'environnement dans lequel j'étais. Et c'est normal que la France célèbre le bicentenaire. Ouais. J'étais stagiaire, je suis conseiller pédagogique du Centre international d'études pédagogiques de Paris. Et il n'y avait que du bicentenaire. Que faire quand on est un pauvre Africain Oui. sous le régime du parti unique, amoureux de la liberté? On écrit parce qu'on a mal. Je me suis mise à écrire, d'autant plus que j'ai réalisé que je ne pouvais pas assumer mon état de poète si je ne passais pas par une publication beaucoup plus accessible. Donc j'ai bricolé cette histoire pour dire ma part de Révolution française, pour dire ma part de rêve, pour dire ma part des douleurs d'avoir aimé Julie, pour dire ma part des douleurs d'avoir perdu ma grand-mère. Oui. Et c'est ce fil qui fait que quelque part, c'est un roman touffu. Un peu de l'autobiographie. Oui et non. Il est un peu Etiamou. Oui et non. Oui. Non, parce que ce n'est pas l'itinéraire Personnel. personnel, parce qu'il n'y a pas eu de bastonnade dans Dans le vécu, le passé. vécu de mon passé, même si mon propre grand-père a été tué par les colons parce qu'il n'a su pas fabriquer des armes. Mais en 89, je ne le sais pas encore. Aujourd'hui, je peux revendiquer cette histoire
c'est le contexte historique dans lequel j'étais qui a croisé la volonté de publier ce que j'écris et qui a mis cela en résonance avec des espérances par rapport à l'Afrique désunie. Mon Afrique va d'une île en Afrique du Sud et tout le reste, ce ne sont que des demi-pays, des demi-portions, de découpage arbitraire d'un territoire uni. Vous avez fait un peu allusion à la balkanisation, hein, n'est-ce pas? Le demi-pays existe. Ah oui. Il est dans l'Ogo-Ivindo. C'est un village de l'Ogo-Ivindo. Et le terme demi-pays, pour moi, dit tout des pays africains. Quelle est la part de réalisme dans ce que les gendarmes ont fait subir à Isiamoun et qui vont jusqu'à déshabiller des religieux pour rire? Par exemple, aux pages 69 et suivantes, les inculpés étaient interrogés nus. Aux pages 81 et suivantes, on lit, il y a, je cite, il y a même cette famille qui fut interrogée nue du grand-père à la petite fille. Point de citation. Point de citation. Vous voulez dire que ce n'est pas possible? Non, la part de réalisme. C'est un peu invraisemblable. C'est invraisemblable, c'est tellement énorme. Mais l'arbitraire est invraisemblable. Oui, c'est ça. C'est le choc. Oui. L'arbitraire est invraisemblable. Je dois avouer, c'est un hommage à un frère et un ami et un poète qui est mort, Dominique Diatandouma, est à l'origine du ressenti que j'ai pu partager de son expérience de la prison politique. C'est un Saint-Syrien gabonais qui a fait de la prison politique et que j'ai été un des rares à fréquenter à sa sortie de prison parce que c'était un pestiféré, bien que Saint-Syrien. Il a passé 2 ans de prison à sans famille et 7 ans de prison en liberté. Là, expliquez-nous un peu. 7 ans de prison en liberté. 7 ans de prison en liberté, c'est-à-dire 7 ans en prison en liberté parce que le péché qu'il aurait commis d'être libre l'a poursuivi au point de ne pas avoir un travail. Ingénieur qu'il était. Saint-Syrien. C'est une forme de prison. C'est la crème. Donc, quelle est la part de réalisme? C'est simplement l'arbitraire n'a pas de limite. Il faut le dénoncer, c'est-à-dire énoncer à l'envers. En énonçant à l'envers, on en vient à exagérer, à forcer le trait, mais c'est pas loin de ce que vivent ou ont vécu. Je renvoie à des films comme ceux de Costa Gravas. L'aveu vous aide pour comprendre que quand la parole est bridée, elle se fiche de ce que c'est l'humain, de ce que c'est que la parenté, de ce que c'est que la nudité pour toute une famille. Professeur, quand même, il y a des moments de lumière, notamment votre grand-mère, cette grand-mère qui est personnage principal, central, qui est éducatrice, qui est conseillère, qui est votre référence. Est-ce juste un être fictif ou nous sommes dans le réalisme romancé? Je ne sais pas. Ma grand-mère est présente jusqu'à présent. Elle est morte. Elle représente pour moi un certain nombre de valeurs. Mais en même temps, elle est la figure d'une conversion qui peut prêter à sourire. Dès qu'elle s'est faite chrétienne, elle a cessé de manger de la viande les vendredis. Donc, je force le trait en disant, par exemple,
Les vérités sont dans la Bible. Elle est devenue très chrétienne. Mais j'ai un rapport de distanciation en même temps. Distanciation dans la mesure où je ne suis pas le chrétien qu'elle aurait voulu que je sois. Je suis Baha'i. Ah, Baha'i. La foi Baha'i. La foi Baha'i. Ah oui, je vois. Je pense que c'est une branche qui réunit toutes les valeurs humanistes des religions révélées. C'est une bonne Baha'i. Ouais. Ah, ça, bonne définition. Les musulmans ne comprennent pas pourquoi on n'est pas musulman. Les chrétiens ne comprennent pas non plus pourquoi on n'est pas chrétien. C'est une synthèse des religions révélées. Les valeurs humanistes des religions révélées. D'accord. Et je pense que c'est aussi une relation particulière avec l'univers, pas le monde seulement, avec l'univers. Et que justement, quand il y a des références à des situations qui existent dans les autres galaxies, avec la religion Baha'i, on comprend aisément quels sont les rapports entre notre planète et les autres planètes, les rapports entre notre système solaire et les autres systèmes des autres galaxies. Ah, ça. Professeur, apparemment, je crois voir un Vous avez une co-religionnaire là, hein? Non, c'est une co-religionnaire ou une disciple, je ne sais plus. C'est presque anticipatrice de l'écologie. Ah, ça, c'est beau. Professeur, vous faites d'ailleurs, comme votre grand-mère, et très souvent allusion à la Bible, l'histoire de Cham, par exemple, aux pages 33 et suivantes. Vous dites même, la vérité est dans les Saintes Écritures. Pourquoi? C'est un livre sacré, la Bible. Les Saintes Écritures, c'est aussi bien la Bhagavad Gita que le Coran. Et on peut difficilement vivre sans ce lien avec un être supérieur. Et il y a des prophètes qui enseignent, qui diffusent cette pensée qui se révèle progressivement. Quand je dis que la vérité est dans les Saintes Écritures, je cite, je reprends la vie vécue de ma grand-mère. D'accord. Mais si l'on extrapole, la tradition est une. Il y a une tradition primordiale qui s'exprime différemment suivant les cultures. Il y a des religions du livre, il y a des religions de la parole. On les a opposées, mais en réalité, elles renvoient à la même réalité, la manifestation de l'œuvre divine à travers l'existence des hommes qui doivent rendre témoignage. Un petit regard sur le style. On a du mal à catégoriser, à classer cette poésie, roman, autobiographie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un premier jet. Quand vous allez au laboratoire faire des examens, on vous dit donnez le premier jet. Ah. Le premier jet à tous les germes. Donc, cette foison, cette difficulté dans la construction, peut-être, ce n'est qu'un premier roman. Tient du fait que ce soit le premier jet, mais en même temps... Ah, mais c'est une réussite, hein, attention, c'est une réussite, parce que là, il y a plein de qualités poétiques, romanesques. Non, je vous remercie, mais les réussites partent toujours du chaos. Ah, oui. Je vous ai dit au début que c'est 1% d'inspiration. Je suis dans l'avion qui m'amène pratiquement de Mouila à Bordeaux. Et dans la revue d'Air France, il y a un article sur Mukele Bembe. Je ne pouvais pas imaginer que j'ai gardé cet article et j'ai pris Mukele Bembe comme la figure du mal. Donc, le chaos des matériaux qui m'ont aidé à construire ce roman, l'enregistrement
de la bande de... Comment ça s'appelle le vrai terme? C'est pas l'assassinat, l'exécution. La dernière exécution publique au Gabon, j'avais l'enregistrement de cette bande. C'est des éléments réalistes qui sont intégrés dans une construction romanesque. Donc, il y a une poétisation de la douleur, hein, vraiment. Mais le poème est une douleur. La poétisation vient de la volonté de se purifier, de se laver, de s'absoudre. C'est l'exercice que je fais, puisque je l'ai terminé, dans les lettres à ma sœur qui vont être publiées en novembre, qui sont l'expression de la douleur face à des êtres aimés que j'ai perdus, que ce soit par la mort, que ce soit par la rupture amoureuse. Et là, on voit une nouvelle fonction, enfin une fonction de l'écriture qui nous aide à combler le vide laissé par les défunts. Combler le vide laissé par des défunts, combler le vide laissé par l'arbitraire, combler le vide laissé par l'espérance. Oui. Donc vous donnez là une définition, je saute. Merci. De la littérature, de l'écriture. Oui, oui. Professeur, par rapport à l'écriture, on sent que vous avez un humour grinçant. Je vous lis, vous dites tout travail développait la famine. C'est parce qu'on a l'habitude d'entendre. Son oncle, même père, même mère, avec sa propre mère. Donc ça donne l'impression d'être une tautologie, mais c'est recherché puisque vous mettez des traits d'union entre les mots, vous fusionnez les mots, vous dites l'oncle général. L'oncle général, trait d'union entre l'oncle et général. Donc entre le substantif nom, oncle, le nom, et la profession ou le grade général, il y a sûrement une arrière-pensée derrière, les verreries de rire et les éclats de parole et de bière. Vous parlez à la page 59 de banniversaire, pour dire à la place d'anniversaire. Et à la page 53, par exemple, votre écriture, quelquefois, prend l'allure de l'écriture automatique. Et même la scène en abîme du débat entre le narrateur, que vous êtes, et un autre personnage principal, Julie, dont vous avez parlé tout à l'heure, sur la problématique juive. Professeur, est-ce que vous réglez des comptes? Oui. Forcément, on règle des comptes quand on est jeune. J'ai l'âge où on ne règle plus de comptes. Parce qu'on a des comptes à rendre. Oui, on règle des comptes parce que d'avoir connu, je prends un exemple qui énerve le roman, d'avoir connu un jeune Saint-Cyrien à Mouila, brillant, de l'avoir vu en prison, de l'avoir vu avec des interpellations. Quand je lui cédais ma voiture, on me disait « Mais tu te rends compte, tu donnes la voiture à quelqu'un qui a voulu tuer le président ?» Je disais « C'est faux, il n'a jamais voulu tuer le président. » Donc forcément, on règle des comptes. Mais on exprime aussi, et c'est là la parole de vivant, où les saintes écritures comme figure de la tradition, mais pas comme allégeance au christianisme, ni à l'idéologie coloniale, comme représentation de ce qu'est la tradition primordiale, viennent ici apaiser l'ardeur à vouloir rendre des comptes pour construire quelque chose qui soit amour. Si vous pouvez me rappeler, c'est dédié à Julie, qui aimait comme moi, je crois, sa grand-terre, à Laure, à Marilyn, G. Mukita, à Toumé Mina, qui se doivent de préserver la grandeur et la noblesse du cœur de Pa Musongu, ma grand-mère. Que les Tim Tam Toum enfin se taisent et que, dans la cour de récréation, s'ouvre le silence qui conduise enfin nos regards vers Swakop, Mumut, si vrais dans leur lourdeur commune et si fausses
dans leur couleur des mots, qui les retiennent et les rendent malgré tout vivantes. Et une citation, le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. C'est de Simone Schwarz-Barth. Enfin, il y a du Sankara à la fin. En épilogue, Oui. c'est une autre histoire et c'était sans doute à moi de l'écrire. Biguina Bango, République arc-en-ciel. Le pays des deux fleuves est Mukele Mbembe, dans les marécages. Une autre histoire. Vraiment histoire, ça? Pauvre de moi, Philippe. Seul, je ne pouvais pas l'écrire. Il fallait bien d'une voix pour qu'apparût au grand jour de la vérité, rien que la vérité. Et longtemps après la nuit de Bilimba, la page était encore vierge. Vous parlez de Thomas Sankara, vous. Mais parce que c'est un porteur de rêve. Oui. C'est un porteur de rêve. Comment parler de la figure de la colonisation française avec des mots français? J'ai contourné cela en prenant la colonisation allemande. Oui. D'où les Swap-Kopmund, des noms compliqués. Van der Wolf. Van der Wolf. Après, il y a un moment où il parlait français avec l'accent allemand. Et voilà, par exemple, ici, il courait plein plus vite qu'un buffle. Il courait plus vite qu'un buffle. Oui. Mais avec l'accent allemand, on retrouve des consonnes à la place d'autres consonnes. Oui. Ça, c'est très drôle. Écrire, c'est quelque part un acte de communication. Avez-vous l'impression aujourd'hui, avec le recul, que cette œuvre, ce roman, si riche, a contribué un tant soit peu à l'éveil ou au réveil des consciences, un peu à l'image de ces grands écrivains, Ambouroué Bigman, Magloire, Césaire même, Damas, Senghor, Thomas Sankara. Thomas Sankara. Non, ce serait prétentieux de la part d'un écrivain, quel qu'il soit, même Césaire ou Senghor, de pouvoir dire combat, éveiller des consciences. C'est prétentieux parce que ce qui reste de la lecture d'une œuvre, on le mesurera difficilement par des critiques littéraires, par des sociologues. C'est une braise. La place faite dans le champ scolaire. C'est une braise et une conjonction de plusieurs éléments qui font que, à un moment donné, on se lève, on dit ça suffit, on dit voici une autre direction. Vous avez dit que c'est une entreprise de communication. Oui. Mais on ne peut pas comprendre aussi facilement les allusions qui sont faites, des constructions. Quand je parle de tous ces demi-pays, je joue comme Ali M. Courant sur les limbes, L-I-M-B-E. Oui. Et je construis beaucoup de lieux où il y a limbe. Limbareni, Limbago, Limbalmayo. Mais entre Limbago, qui était une douleur, Limbareni, qui est un mot gabonais, Lambaréné, Limbalmayo, Balmayo, qui est un mot camerounais. Je m'amuse ainsi avec les mots. Je me fais plaisir parce que je suis en train d'écrire. Mais ce n'est pas sûr que le lecteur comprenne. Donc, l'éducation, la formation à la lecture est important et c'est là où l'école a une place fondamentale. On n'a pas le droit de détruire l'école. Mais que constatons-nous? Par où est-ce que les politiques du FMI ont réussi? Par où est-ce que les dictatures ont réussi? C'est par la destruction des outils de formation. Exact.
Pour développer quoi? La dépendance. Pour développer quoi? L'humiliation. Pour développer quoi? Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Et donc les romans viennent là, et les œuvres de l'esprit, ça peut être un tableau, ça peut être un film, comme de petites braises que l'on pose et qui peuvent provoquer un incendie si les conditions sont réunies. Vous voulez dire que l'école a été vidée, a été éloignée de sa vocation aujourd'hui? Quand ceux qui ne me connaissent pas me demandent qu'est-ce que je fais comme métier, je dis je soigne des cadavres quelque part. On est cadavre lorsqu'on n'a plus d'espérance. Nous avons eu de la chance, nous qui sommes un peu plus âgés, d'avoir un champ ouvert d'espérance. Mais à quoi rêve celui qui est titulaire d'un master, sorti d'une école privée, d'une école étrangère? Il cherche du boulot. Nous, on ne cherchait pas du boulot. On savait qu'on allait avoir du travail et on rêvait d'Akendengue. Akendengue résonnait en moi dans la brousse de Mouila, fils de paysan, comme un champ possible, CHAMP, un champ que l'on pouvait mettre en friche parce qu'on comprenait ce qu'il disait. Mais c'est l'école qui nous amène à cela. C'est la grand-mère qui nous amène à cela. Mais dès lors que les familles se dessaisissent de la formation de leurs enfants, dès lors que l'école devient un grand marché, il n'est pas possible de cultiver le rêve. On a des personnes mortes à qui on ingurgite par tout ce qui reste ouvert, les oreilles, le nez, la bouche. Il suffit d'aller à Gabosep pour voir comment on donne l'illusion de vie à un cadavre. Professeur, je veux citer Yves Nicolas Monsard, journaliste et écrivain, à propos de Paroles de vivant. Il nous dit « Mais aussi longue que soit la nuit, c'est connu, le soleil se lève toujours ». C'est pour revenir à ces paroles d'afro-optimistes. Et pour ensuite, le roman de Moussirou Moyama est bien un hymne à la vie, un chant d'espérance quand se meurt la parole initiale qui n'est qu'amour. Qu'est-ce qui peut apaiser Moussirou Moyama? Pour terminer. Qu'est-ce qui peut m'apaiser? Oui. Waouh! Mais j'allais dire l'amour. Oui. Que la paix règne sur la terre. Que l'amour règne parmi les hommes. Et que la beauté soit. Professeur, merci d'être venu sur notre plateau. Nous vous attendons pour le roman suivant. Le recueil de poèmes. Lettre à ma sœur. Oui, je vous On le peut déjà promets. dire aux téléspectateurs, lettre à ma sœur. Waouh! Pour ça, professeur, vous serez J'épouse obligé de ma revenir. sœur dans ce recueil. Oui, très bien. Merci beaucoup, professeur Auguste Moussirou Moyama, chers téléspectateurs. Mais ne m'appelez plus professeur. Retour sur le plateau, nous recevons en deuxième partie Edou Aïd, n'est-ce pas, étudiant en ingénierie informatique, j'arrive, et animateur. Edou Aïd, bonsoir. Bonsoir. Heureux de te revoir, de te recevoir sur notre plateau. Et avec moi se présentent mes compagnons, Innocent Courant et Souley Agara. Bonsoir. Enchanté. Voilà. Et merci de me recevoir également. Mais tu sais, toi, Edou, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs? Alors Edou Aïd, il faut dire que la passion que j'ai choisie, pour moi, je le considère comme un artiste. D'accord? Et comme tout artiste, on a parfois des pseudos. Et mon pseudo, c'est Edou Aïd. Mais il est à la fois révélateur. Mais de mon vrai nom, je m'appelle Nziengi Edou Melvrin David. Ça, c'est mon vrai nom. Artiste dans quel domaine? Artiste dans la communication, dans le divertissement, et si on peut le dire ainsi. Donc voilà, je suis étudiant en parcours ingénierie informatique. Et puis en parallèle, je développe une passion pour la communication.
communication et ce qui justifie peut-être ma présence ici aujourd'hui. C'est exact, c'est exact. Et d'où, en quoi consistent justement tes activités? Je suis animateur, mais en gros, je suis communicant. C'est-à-dire que j'utilise tout support qui permet de communiquer pour effectivement faire mon travail. Donc, en quoi consistent mes activités? Il faut dire que mes activités consistent à communiquer. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de l'animation d'événements. J'anime des événements, des cérémonies. Je suis également présentateur d'émissions. Et il y a quelques temps, on a lancé même une télé-réalité. Je sais que c'est novateur, on n'entend pas trop parler, mais je fais des reportages, je fais des capsules et je présente des émissions. Je présente aussi des cérémonies, etc. C'est un peu ça en gros. Quelles sont les valeurs que tu défends? Alors, je défends les valeurs de la communication. Il faut savoir que ce qui me motive, moi, à me lancer dans la communication, c'est d'abord le fait de pouvoir partager, de pouvoir informer, de pouvoir édifier. On le dit, pour certains, l'homme périt faute de connaissances. Et parfois, on se rend compte que certains s'égarent parce qu'ils n'ont pas la bonne information. C'est l'une de mes motivations. Mais c'est aussi le fait que très jeune, j'ai perdu mon papa, Monsieur Edou. Voilà, donc j'ai perdu mon papa et puis je me suis senti comme obligé de faire valoir son nom. Ce qui a motivé effectivement mon implication dans le fait de vouloir me montrer au grand public, m'afficher. Donc c'est un peu ça, je suis fils unique. Donc fils unique de mon père, je me suis dit, il faut que ce nom-là résonne. Il faut qu'on entende parler, il faut qu'on ne le sente pas comme éteint. Parce que vous voyez un peu, donc c'est ce qui justifie un peu. C'est un très bon engagement. Un vibrant hommage pour son père. Oui, qui décide de rendre hommage, d'honorer la mémoire du père, c'est vraiment un très bon engagement. Alors, peux-tu affirmer que tu es un bon animateur? Alors, ce qui est difficile, hein, parce qu'on risque de passer pour un prétentieux. Oui, c'est vrai, ça peut paraître prétentieux, mais je crois que on le dit très souvent, lorsqu'on veut atteindre des objectifs, il faut se donner les moyens, il faut aussi être crédible face à ce que l'on a devant nous. Si je vais avec un esprit qui montre ma faiblesse, je ne pourrais pas être crédible auprès de ceux que je vais atteindre comme cible. C'est pourquoi je ne prétends pas être un bon animateur, mais je pense que, parce que, chose que je n'ai pas peut-être dite bien avant, j'ai 20 ans et je me considère comme le plus jeune communicant de ma génération. Parce que je cherche des confrères de mon âge, je cherche des personnes de ma génération qui partagent. C'est difficile. J'ai eu la chance de côtoyer les plus grands, dans le domaine, très tôt. Être le meilleur, non. Mais je suis très passionné et je sais que le simple fait d'être passionné de ce que je fais me donne une certaine crédibilité et un certain dynamisme qui me différencie des autres. Ouais, peut-être un jour de faire partie des meilleurs ou d'être le meilleur. On espère. Justement, quelles sont les difficultés liées à ces activités? Alors justement, je reviens encore là à mon âge parce que vous savez, ce sur quoi les gens se basent souvent pour juger du dynamisme ou de la compétence de quelqu'un, c'est son âge. Et pour moi, c'est assez décevant lorsque je me dis que j'ai des capacités, j'arrive à faire des choses extraordinaires, mais quand je me présente devant quelqu'un pour lui dire, bon, écoutez, messieurs, j'ai un projet, j'ai envie de réaliser telle ou telle chose, ou j'ai envie d'animer votre événement. Quand je dis j'ai tel âge, on me dit non, toi tu es incapable de le faire. Mais aujourd'hui, je suis sur ce plateau, je m'exprime peut-être mieux que des personnes plus âgées que moi. Absolument, tout à fait. Donc vous voyez que c'est ça, c'est des difficultés liées à l'âge, des difficultés liées à la valorisation aussi du domaine, parce qu'il faut savoir qu'il a fallu que j'aille vers les gens. Aujourd'hui, de nombreuses personnes me demandent est-ce que tu peux être mon mentor, est-ce que... Mais si on donne les moyens à ces jeunes-là qui, comme moi, ont les mêmes motivations, je pense que moi, je vais du principe qu'il faut laisser à chacun le droit de vouloir faire ce qu'il veut faire, donner aussi les moyens. C'est notre conviction aussi. Ouais, voilà. Conviction. Et donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut faire comme toi? Alors, le conseil, c'est assez simple. Ils sont là, les jeunes. Ils se bousculent là. Oui, ils se bousculent. Je suis un peu parfois fâché du fait qu'ils sont motivés par l'effet paillettes, l'effet l'éclat que ça donne, le fait de passer à la télévision. Mais c'est pas ça en fait.
ce que nous aujourd'hui on arrive à faire, c'est-à-dire passer sur des plateaux, passer à la télévision, voilà, mener des projets, c'est le résultat d'une passion, le résultat du fait qu'on n'a pas pensé à l'effet, l'effet fascinant, l'effet buzz. Non, on n'a pas pensé à ça. On s'est simplement dit c'est une passion, c'est quelque chose que l'on ressent nous, qu'on ressent le besoin de le faire, et puis on l'a exprimé, et puis de fil en aiguille, on est arrivé à un certain niveau. Donc le seul conseil que je peux dire, c'est que si vous êtes passionné de quelque chose, en particulier, allez-y, mais franchement, ne pensez pas. Parce que la chance que j'ai, c'est que malgré mes études, j'arrive à faire ce que je veux. Je suis resté accroché. J'ai commencé l'animation de scène, j'étais en troisième. En troisième, devant mon administration, je prends le micro et je fais une fête de fin d'année. Est-ce que vous voyez un peu, c'est une grosse charge, est-ce que vous voyez? Donc vous devez annoncer les artistes, vous devez parler, vous devez vous exprimer. Vous êtes des professeurs de français, vous savez à quel point c'est difficile pour des grandes personnes qui vous écoutent. Il faut placer les bons mots, donc c'est des challenges. Et pour ça, il faut avoir cette volonté, il faut avoir cette passion pour le faire. Donc soyez passionnés, soyez la meilleure version de vous-même, apprenez des autres, et puis je pense que vous atteindrez vos objectifs. Alors là, ils vous entendront, hein, oui, ça c'est clair. Alors apprendre des autres. Qui sont tes référents, qui sont tes exemples, qui tu as envie d'imiter dans ce métier? Alors, imiter, je dirais pas, peut-être pas, on parle pas d'imitation, mais on parle de motivation. Il faut dire qu'il y a de nombreuses personnes, lorsque je regarde, me font encore croire encore plus à ce que je fais. Des personnes qui, simplement, de par ce qu'ils font comme activité, je me vois en eux. Je me dis, par exemple, en parlant de référents, je vais parler de Cyril Hanouna qui fait Touche pas mon poste sur C8. Okay. Je vais parler de Régis Massimba. Je vais parler de Charlie Tchatch. Il y en a plein. Ils sont plein comme ça qui, par l'énergie qu'ils dégagent lorsqu'ils performent, me donne, moi, le courage, la force de continuer à me battre. En fait, c'est beau à voir, simplement. Est-ce qu'il y a un rituel avant tes émissions? Alors, le rituel, chacun en a. Mais moi, il faut dire que je suis quelqu'un... J'ai tendance à beaucoup oublier. Enfin, j'oublie beaucoup. Parfois, je peux avoir fait quelque chose et puis j'oublie, ça m'échappe. Parfois, j'oublie des choses dans les véhicules. Voilà, plein de choses. Et puis, mon rituel à moi, c'est simplement écrire et puis réviser. Donc, et là même, j'avais écrit, parce qu'il y a des mots qui me servent de repères. Il y a des mots qui me servent également de chronogramme. Donc, je fais un chronogramme. Tel mot m'indique, me donne une direction à ce que je vais développer. Et là, j'en ai fait en soirée et puis je l'ai oublié à la maison. Voilà. Donc j'ai pas ma feuille et mon texte. Mais on sent que tu es un garçon bien structuré. Oui, ça se passe. C'est ça l'essentiel. Bien structuré et motivé. Comment as-tu fait pour te retrouver à présenter des émissions radio et aujourd'hui des émissions web? Oh voilà, donc ça rejoint un peu ce que je disais lorsque je dis il faut être animé d'une certaine motivation et d'une certaine passion. Parce que clairement, lorsqu'on voit un jeune enfant de 15-16 ans se présenter à une masterclass sur la communication animée par Boudi, c'est une artiste chanteuse et elle est également animatrice. Ça commence par effectivement le collège où j'ai commencé. J'étais très bon. Ma partie préférée à l'école, c'était les exposés. En histoire géo, en français, j'avais toujours les meilleures notes. J'avais du plaisir à être là devant la classe, pouvoir modérer, pouvoir parler. Voilà, ça c'était vraiment mon point fort. Et puis de fil en aiguille, je commence par des kermesses de fin d'année. Je vais dans des masterclass et puis un jour, je me présente à Radio Ubuntu en ville. Je dis, écoutez, moi, je vais faire de la radio. Voilà, bénévolement. De toute façon, c'est sur le chemin des cours. Quand je termine les cours, je vais en radio. Donc après là, j'ai un peu de chance. Je me fais accompagner de Morgan Barès, qui à l'époque était encore à Radio Ubuntu, aujourd'hui il est aux États-Unis. Voilà, il a accepté de m'accompagner, il me donne des conseils. Et puis la première chose qu'il m'a dit, écoute, il faut que tu commences déjà à maîtriser certains concepts parce qu'effectivement l'animation c'est pas simplement parler, il faut lire, il faut se cultiver, donc voilà, donc il a fallu faire tout ça et puis il y a des amis qui m'ont fait confiance pour travailler sur des projets d'animer des événements, d'animer des émissions, parce que voilà, là présentement on travaille sur Livecat qui est une plateforme de création de contenu audiovisuel, donc on fait des reportages, donc je fais des reportages et puis en association avec d'autres pages on fait des téléréalités. Donc voilà, c'est la passion, rien que ça, la volonté aussi. Et tu es arrivé au web? Voilà, je suis arrivé au web. Le web, il faut dire que
C'est vraiment, c'est une certaine liberté qu'on a lorsqu'on est sur le monde. Voilà, on a une ouverture, on apprend des autres, on apprend de tout le monde. Et puis, c'était aussi quelque part une résignation. Parce que, comme je le disais, je vais me présenter devant une télé et je dis, moi je suis élève, je veux animer une émission, c'est pas facile. Et je me dis, bon, le web, personne ne me dit comment est-ce que je dois faire ce que je veux faire. Exactement. Je le fais je prends du plaisir. Bien sûr, il y a une certaine déontologie, mais je fais quand même par rapport avec mon âge ce que j'ai envie de faire. Exact. Alors, on sait que tu es étudiant en parcours ingénieur informatique. Quel parallèle avec ce chemin que tu empruntes là Alors, cette question répond à une phrase qui dit « les morts ne sont pas morts ». Vous savez, j'ai pas grandi en grande partie avec mon père. Je l'ai pas. On n'a pas. Il décède, j'ai 13 ans. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de connaître mon grand-père. Il était séparé avec ma maman et puis ça n'a pas toujours été facile. Donc je n'ai pas vraiment connu ce qu'il était, etc. Et puis, moi je suis très fan des technologies, je suis très fan du digital, à côté de la communication bien sûr. Et puis c'est finalement, quand je décide de faire informatique après mon baccalauréat, que je découvre, enfin après avoir décidé de faire informatique, parce que je suis allé m'inscrire à l'INPTIC où j'ai passé un concours et puis je l'ai obtenu. Donc je décide de faire informatique. Et puis quelques temps après, je décide de savoir ce que faisait mon papa. Donc après avoir fait le choix, après avoir été un fanat de la technologie, je découvre que mon père était ingénieur en informatique. Donc vous voyez que j'avais comme cette impression qu'il a peut-être guidé mes choix. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, pour faire le parallèle avec la communication, il faut dire que, outre le fait que je sois présentateur, j'anime ma plateforme sur le web. Donc, il y a ce côté-là, communication digitale, donc c'est ce qu'on appelle du community management, c'est-à-dire animer une page, divertir, informer, etc. Donc c'est un peu ça le lien entre l'informatique et la communication. Parce qu'en parallèle, je suis aussi chargé de marketing pour une structure hôtelière. Donc je m'occupe de leur communication au niveau des réseaux. On aura beaucoup d'appels pour avoir ton contact. Là, justement. Alors, Edou, on arrive à la fin de cette partie-là. Edou, quelles sont tes perspectives? Quels sont les rêves? Alors, moi, mes perspectives, c'est de voir un jeune Africain pouvoir s'exprimer, parce que c'est quelque chose qui est vraiment de marquant. Quand je regarde le journal télévisé français, je prends du plaisir à regarder comment un enfant de 5 ans s'exprime devant la caméra. Et je ne trouve pas le même plaisir lorsque je regarde un enfant de 5 ans africain s'exprimer devant la caméra. Tout ça, pas pour dénigrer non pas leur niveau de langage, mais pour dire que je pense que si on donne les moyens à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut ou de pouvoir apprendre, parce qu'il y a le fait d'apprendre et il y a le fait de pouvoir donner les moyens à quelqu'un d'apprendre. Aujourd'hui, ils sont nombreux à être oisifs, pas parce qu'ils n'ont pas d'objectif, mais parce qu'ils ont des volontés, mais ils n'ont personne pour les aider. C'est un peu ça la petite difficulté, mais moi je me dis... connaître les talents. Voilà, donc il faut pouvoir donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc je rêve un peu plus tard de pouvoir avoir une émission comme Touche pas mon poste, qui réunit un grand nombre de personnes, qui est à la fois un spectacle, mais aussi un moyen de pouvoir donner du sourire aux gens. Donner du sourire en donnant aussi l'opportunité aux gens de savoir que c'est possible. Parce que moi, je reviens d'une famille moyenne, et atteindre un certain niveau me permettra de pouvoir donner de l'espoir aux autres. Avoir mon émission, pouvoir communiquer pour des plus grandes entreprises, pouvoir donner, je ne sais pas, des masterclass, pouvoir peut-être ouvrir une école, mais après ça reste des perspectives. Pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est communiquer, communiquer et communiquer. Très bien. Je pense que tu as très bien communiqué. Ils comprennent, voilà des jeunes qu'il faut aider. Voilà des jeunes de plus en plus, il faut trouver des moyens pour ces gens-là. Je pense qu'ils sont là au Gabon, au Mali, au Sénégal, au Burkina, en Algérie, au Maroc. Ils nous entendent. J'espère que ils vont réagir pour ce coup-ci. Edou, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir livré votre passion et vos rêves.
J'espère que vous reviendrez nous voir. J'espère moi aussi. En tout cas, je prends toujours du plaisir à regarder ce petit objet devant moi. Très bien. Merci beaucoup, Edou. Chers téléspectateurs, une petite pause avant de passer à la toute dernière partie de Innocent. Edou, Soulé, Paul, nous allons parler des jouets à proposer aux enfants dans la mesure où nous sommes au moment où se préparent les jouets pour les fêtes de Noël, les cadeaux qu'on doit proposer aux enfants dans le monde entier. Presque cette fête se déroule comme une fête familiale. Et je pense que les parents qui offrent des jouets, c'est toujours dans le cadre d'une bonne ambiance familiale, de l'amour qu'on a pour les enfants. Ce qui veut dire que je pense que ces parents sont de bonne foi, c'est clair. Toujours, mais il y a un problème par rapport aux jouets. Et je donnerai aujourd'hui l'exemple des poupées. Je parlerai seulement des poupées aujourd'hui. Il y a d'autres soucis par rapport aux autres jouets, mais moi, j'aborderai le problème des poupées. En ce qui concerne ces jouets, les poupées qu'on offre aux petites filles africaines, par exemple, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, ce sont des poupées qui sont du type caucasien. Et les petites filles noires jouent avec ces poupées. On constate qu'elles admirent les poupées, elles les aiment, elles les coiffent, elles les touchent. Et puis, la question que je me pose, c'est quel modèle les parents sont-ils en train de proposer à leur enfant? Quel modèle de femme? Quel modèle d'adulte? Et si une enfant grandit en ayant toujours une poupée du type caucasien. Blanche, une poupée blanche. Oui, une poupée blanche avec des cheveux blancs, des yeux verts. Ces formes longilines, ce n'est pas toujours la vraie forme, mais c'est la forme qu'on donne pour les poupées parce que pour cette culture, ce sont les canons, esthétiques. Voilà. Bien. Alors, une enfant noire qui grandit avec ces poupées-là, quelle image aura-t-elle d'elle-même? Et comment est-ce qu'elle va se projeter dans l'avenir en tant que femme? C'est très inquiétant parce que, sans le vouloir, les parents sont en train de formater leurs filles. Elles sont en train de préparer ces filles-là à subir toute leur vie un complexe d'infériorité vis-à-vis de la couleur blanche, si on peut parler de couleur. Toujours est-il que, bon, il y a en ce moment beaucoup de velléités qui s'affirment en créant des poupées noires, en créant des poupons noirs. Et les poupées noires, la première poupée noire que j'ai vue, peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai vues, c'est exactement la même forme, le même aspect que cette petite blonde-là, que cette jeune fille blonde-là. Ils ont seulement changé le plastique couleur chair par rapport à la couleur des occidentales en couleur marron. Rien n'a changé. Et les cheveux? Les cheveux n'ont pas changé. Bon, peut-être qu'ils étaient aussi de bonne foi. Je leur concède cela, ils étaient de bonne foi. Ils ont changé ces poupées blanches en noir. Tout simplement avec la couleur du plastique qui a changé. Mais tout le reste, même les yeux sont restés. Même la morphologie, même les yeux aussi sont restés verts. Oui. Et les cheveux sont restés raides. Oui. Bien. Après, nous avons d'autres personnes qui s'affirment dans le monde, pas seulement en Europe, mais en Afrique, à créer des poupées avec des traits africains et des cheveux crépus. Surtout, c'est le problème des cheveux. Si aujourd'hui, en Afrique, chaque fois qu'on sent qu'on a atteint un certain niveau sur le plan social, on se sent obligé d'avoir des cheveux raides, quitte à porter des perruques qui imitent le type caucasien. Je pense que le mal est très profond. Et le mal peut-être viendrait de ce formatage depuis l'enfance avec ces poupées qui représentent pour les petites filles africaines la perfection en matière de beauté. Oui. Et ça va jusqu'à ce que... Et quand cette petite fille-là voit autour d'elle de grandes dames, entre guillemets, mais de grandes dames quand même tout simplement, sans guillemets, des personnes qui sont censées être des modèles, porter des perruques raides, comme sa poupée, c'est normal qu'en grandissant, elle sent qu'elle pense, elle croit qu'être belle, c'est être blanche. Être belle, c'est avoir des cheveux raides. Et elle ne peut pas apprécier à sa juste valeur les canons esthétiques qui appartiennent
aux femmes africaines avec des cheveux crépus. Ton analyse. Voilà. Edou, une opinion sur ça? Moi, mon opinion, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais moi, la première fois que je vois une poupée noire, c'est sur un festival que j'ai eu la chance d'animer. Donc, il y a différents artisans qui ont présenté leurs produits. Il y avait une dame qui vendait des poupées africaines, vraiment avec la morphologie et la couleur de peau. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir toujours eu dans notre entourage à regarder des poupées blanches, c'est d'abord, il faut dire, c'est d'abord une question de moyens de fabrication. Parce que ce qu'on sait, c'est que du fait de la modernisation, ça a commencé de l'autre côté. Et puis finalement, on a fini par le recevoir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces poupées-là envoient des messages subliminaux. Ils envoient des messages subliminaux et puis, sans le savoir, on a l'impression que c'est la caractérisation de la perfection. On a l'impression que lorsqu'on regarde une poupée qui est bien coiffée, c'est ça l'objectif à atteindre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais après, je pense que le débat est d'actualité en ce sens qu'aujourd'hui, les choses essaient d'évoluer, essaient de changer. Parce que, voilà, il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs qui pensent maintenant à fabriquer des poupées noires. Mais après, le problème, c'est effectivement les coûts, parce que vous conviendrez avec moi, ces poupées noires coûtent encore plus cher. Donc je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Et puis, lorsque les moyens seront mis à disposition, enfin, les moyens sont en train d'être mis à disposition pour permettre à ces entrepreneurs-là de fabriquer local, parce que fabriquer local, c'est également valoriser aussi ce qui se fait chez nous. Souley, un mot et on termine. Oui, son analyse est pertinente. Effectivement, elle dénonce une pratique qui tend à provoquer le mimétisme servile des Africains de tous âges. Ces enfants sont comme des victimes de ce consumérisme qu'on construit depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Ce qu'il faut faire, c'est de rendre compte de la réalité démographique. Il y a, bon, je ne vais pas parler de race, mais il y a plusieurs couleurs. Eh bien, faisons des poupées avec toutes ces couleurs-là, simplement pour permettre aux enfants de réaliser que le monde c'est un peu un univers arc-en-ciel avec beaucoup de beauté, beaucoup de canons de beauté et surtout valoriser les formes africaines, pourquoi pas. Les cheveux, moi je pense que le problème c'est plutôt les cheveux. Les formes africaines, il y a d'autres personnalités qui ont su les rendre plus accessibles ou bien plus acceptables. Oui, certaines personnalités, je ne veux pas en venir au nom, mais je pense que si les formes africaines ont été rabotées, je pense que elle ne se serait pas imposée. Parce qu'au début, une femme avec ses formes africaines était immonde dans le monde occidental. La tendance commence à changer pour des raisons. Je pense que c'est parce que justement, ils ne peuvent pas changer. Parce que quand elles peuvent changer les couleurs, par exemple, la dépigmentation, c'est parce qu'on ne peut changer. Les formes, c'est plus difficile. Voilà. Et tout cela, c'est le résultat du fait que ces enfants, depuis toujours, comme tu le dis, Souley, comme tu l'as dit, depuis toujours, ces enfants ont eu comme modèle que des formes occidentales, que des couleurs occidentales, les cheveux, et que même des personnes qui sont censées les aider, ou bien censées leur faire changer d'avis, ces personnes-là sont les premières à arborer, et malheureusement fièrement, des perruques pour ressembler à ces femmes qui ont des cheveux raides et qui n'ont pas la même couleur de peau qu'elles. Chers téléspectateurs, vous avez entendu mes compagnons sur la chronique Innocente. Voilà, nous avons commencé par Auguste Musiru-Mouyama, professeur avec son roman Paroles de vivant. Puis nous sommes passés à la deuxième partie avec Edou qui est resté avec nous, Edou Haït. Et nous avons terminé par la chronique des Innocentes et la réaction des compagnons et de l'invité. Merci d'être resté avec nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Au revoir.